Oui, on s'en réjouit, on vous remercie. Vous êtes plus de 3000 à vous être inscrits. Alors, sans perdre de temps, on va peut-être se présenter. Je suis Aurélie Maurice, je suis juriste consultante au pôle juridique de Centre Info. Loïc Lebigre, consultant au département observatoire, je jouerai un petit peu le rôle du candidat et du questionneur aujourd'hui auprès d'Aurélie. Un petit mot pour commencer sur Centre Info, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Alors, Centre Info, c'est une association créée il y a une quarantaine d'années pour informer sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un éditeur de contenu reconnu sur le droit, les pratiques, l'ingénierie, l'actualité de l'orientation et de la formation professionnelle. C'est aussi un organisme qui accompagne les professionnels dans les transitions qui sont les leurs. Et ben, je vais passer tout de suite la parole à Aurélie pour lancer un peu cette synthèse, cette réflexion commune qu'on va construire autour de la réforme. Autour de la réforme donc, de la formation. Alors, le cadre qu'on vous propose aujourd'hui est le suivant. Évidemment, vous avez compris qu'une demi-heure pour parler de l'exhaustivité de la réforme, c'est un sacré challenge. Donc, l'objectif vraiment de ce webinaire, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information, faire le tri entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. On vous propose deux temps. Le premier temps, on vous propose plutôt une vision macro de cette réforme avec trois thématiques dégagées. Première thématique, le nouveau schéma financier de la formation. Deuxième thématique, un CPF rénové. Et troisième thématique, une nouvelle gouvernance. Et ensuite, voilà, un deuxième temps avec plutôt un échange afin de vous donner un peu des perspectives, c'est-à-dire sur les impacts des acteurs et notamment des entreprises. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite, on en fera une synthèse. C'est bien évident qu'on ne répondra pas à tout dans le temps imparti. On essaiera de répondre à quelques questions qui nous paraîtront peut-être clés, qui ressortiront, en tout cas qui seront posées par un certain nombre de participants. Et puis nous, on a déjà un petit peu organisé les choses pour essayer de vous répondre au mieux dans la demi-heure impartie. Alors, tout de suite, le volet peut-être d'ingénierie financière du système pour commencer. Et peut-être un rappel aussi peut-être du calendrier, où est-ce qu'on en est. Tout à fait. Ce que je vous propose, c'est en élément introductif, pour poser un petit peu ce cadre autour de la réforme, c'est de faire un point agenda, un point calendrier. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de le rappeler. On est vraiment dans un acte 2 des réformes sociales, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte 1 des réformes sociales par les ordonnances Macron visant à la flexibilité du marché du travail. Là, en ce moment, on est vraiment sur l'acte 2 des réformes sociales, au sens où il faut comprendre vraiment les réformes sociales au sens global, c'est-à-dire il y a trois piliers, à la fois l'apprentissage, la formation professionnelle, mais également l'assurance chômage. C'est-à-dire que ces trois piliers sont vraiment articulés. Alors l'apprentissage, comme peut-être vous le savez, vous avez suivi, il y a eu une concertation d'ailleurs où Centre Info était présente autour de deux ateliers, la gouvernance et la certification et la qualité d'offres. Donc une concertation qui a abouti sur un plan du gouvernement au mois de février. Ensuite, sur le pilier formation professionnelle, eh bien, rappelons-nous qu'il y a eu un document d'orientation établi par le gouvernement en novembre et à la suite une négociation des partenaires sociaux avec un accord en février 2018. Et l'assurance chômage. L'assurance chômage également, où il y a eu une négociation et un accord national interprofessionnel. Donc ces trois thématiques sont vraiment articulées parce que, évidemment, l'apprentissage, on retrouvera l'apprentissage dans la formation professionnelle. C'est un des points clés de cette réforme avec les contrats d'apprentissage. Et évidemment, l'assurance chômage ou cette mesure des individus démissionnaires qui pourraient être pris en charge au niveau de l'assurance chômage en termes d'indemnité et également avoir des formations à ce sujet-là. Donc vraiment, ces trois sujets sont vraiment connexes, articulés. Voilà, première vraiment information importante à vous donner.
Est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler un peu pourquoi hein, aujourd'hui cette réforme, qu'est-ce qui l'a inspiré, quels sont un peu quel est son, je dirais, l'esprit hein, Alors, qui a la réforme. avant peut-être de parler de l'esprit de la loi et de ce que cherche hein, à faire ce gouvernement, peut-être rester sur un peu cette idée de calendrier, peut-être revenir un peu hein, sur ces différentes dates. C'est-à-dire que, on se rappelle, hein, le 5 mars, il y a eu les annonces de Muriel Pénicaud, ce Big Bang de la formation qui a été annoncé. L'avant-projet de loi a été transmis le 5 avril dernier donc, au Conseil d'État. Hier matin, l'avant-projet de loi a été présenté au CNEFOP. Hier après-midi, donc Muriel Pénicaud présentait ce projet de loi au niveau de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Prochainement, les grandes dates hein, peut-être à retenir. Prochainement, présentation de l'avant-projet de loi au Conseil des ministres le 27 avril prochain. Alors, rappelons que cet avant-projet de loi est conséquent, hein, puisqu'on retrouve les 3 piliers, l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage. Plus d'une centaine de pages et à peu près voilà, 70 articles, 67 articles pour être précise. En termes de date et de planification à demain, on serait sur une inscription à l'ordre du jour de ce projet de loi à l'Assemblée nationale autour de voilà, début juin. Certains parlent de mi-mai, mi-juin, donc début juin. Et à la rentrée, voire fin août, un vote de la loi avec une mise en application des décrets sur fin d'année 2018. Pour revenir à ta question, hein, Loïc, au niveau de le sens, et je pense que ça, c'est vraiment fondamental avant même hein, de vous présenter les points de repère à retenir par rapport à cette réforme. Je crois que c'est fondamental de bien comprendre ce que cherche à faire le gouvernement avant même de rentrer dans l'aspect technique. Ce que cherche à faire le gouvernement, c'est développer la compétence, l'employabilité. C'est-à-dire que si on ne parle pas de compétences et d'employabilité avant même de vous expliquer l'aspect technique, c'est qu'on n'a rien compris à ce que cherche à faire le gouvernement et à l'esprit de cette réforme. Le gouvernement part du postulat, hein, d'un état des lieux, qu'aujourd'hui on est face à une transformation majeure du marché du travail. Alors, face à l'innovation, face à la transformation des métiers, il y a l'obsolescence aussi des métiers. On est dans un contexte aussi particulier de chômage de masse. Donc, vraiment, ce que je souhaite faire le gouvernement, c'est investir dans les compétences, justement pour répondre à cet état des lieux. Investir dans les compétences parce que c'est la compétence qui protège les individus face à l'évolution rapide des métiers. Donc, 2 leviers, justement, pour le gouvernement. Un premier levier, un levier compétences avec la formation professionnelle et l'apprentissage, et un autre levier sécurité avec l'assurance chômage. On entre un peu dans le vif. Alors, on avait dit trois parties. Hein, donc, tout d'abord, la partie financement. Voilà, alors se dessine évidemment, on a déjà entendu, on a déjà un certain nombre d'informations, se dessine un nouveau schéma financier. Donc ça, c'est vraiment quand même un des points majeurs de cette réforme. Rappelons-nous aujourd'hui que l'entreprise, hein, le point de départ, vous le voyez sur les visuels hein, qu'on vous propose en même temps que notre échange, rappelons-nous que l'entreprise verse à ce jour à la fois une contribution formation professionnelle et une taxe d'apprentissage. Une contribution formation professionnelle qui est de 1%, d'accord, et qui représente en total collecté, grosso modo, 7 milliards d'euros. Ce 1% est collecté par qui? Par des organismes paritaires collecteurs agréés et qui sont chargés de le flécher dans différentes enveloppes financières, notamment le plan formation, professionnalisation, CPS, CIF et FPSTP pour être synthétique. Et une deuxième taxe, c'est-à-dire la taxe d'apprentissage, pour ceux du moins qui sont assujettis,
de 0,68%, qui représente, on va dire, 3 milliards d'euros et qui est collecté par les OPCA qui sont, eux, chargés de flécher au niveau du, ce qu'on appelle quota hors quota et la part régionale qui représente à peu près 51%. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, eh bien, c'est pour se mettre en perspective de ce qui va se passer demain. Eh bien, ce qui va se passer demain, en tout cas, parce que, encore une fois, hein, on est dans un avant-projet de loi, ayant cette prudence, je pense, voilà, d'avoir certains éléments, on peut dessiner un peu cette réforme. Hein. Vous savez, on est un peu comme aujourd'hui dans, c'est l'architecte hein, qui écrit en ce moment ses croquis, qui dessine ses plans, mais attention, la maison n'est pas construite. C'est-à-dire qu'on va avoir un débat parlementaire, on va avoir voilà, un temps, on est vraiment dans un processus d'élaboration de la réforme. Hein. Ça, c'est peut-être important de le rappeler. On voit défiler pas mal de questions très précises hein, sur des niveaux de financement, des choses comme ça. Vous comprendrez hein, qu'on ne s'avancera peut-être pas de manière aussi définitive hein, sur un certain nombre de réponses parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les éléments et ce serait bien imprudent hein, de formuler des réponses inexactes ou susciter des faux espoirs, des fausses attentes, voire autre chose. Voilà, alors en tout cas, on a quand même des éléments, hein, des éléments pertinents sur lesquels on peut réfléchir et donner un peu de perspective. C'est-à-dire que ce nouveau schéma financier, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations dans ce visuel hein, qu'on vous propose, mais essayons peut-être de l'élaborer rapidement ensemble. C'est-à-dire que le point de départ, c'est l'entreprise. L'entreprise qui devrait demain, et ça c'est vraiment le point central de la réforme, verser une contribution unique, c'est-à-dire que demain, on devrait fusionner la formation professionnelle et l'apprentissage. Voilà, ça c'est le point clé de la réforme. Donc cette contribution, elle serait versée à qui? Non plus aux OPCA, mais à l'URSSAF. Donc on transférerait cette cotisation à l'URSSAF et l'URSSAF serait chargée de le redispatcher au niveau de 2 acteurs. Un premier acteur qui est France Compétences, un nouvel acteur, c'est-à-dire que c'est ce nouvel acteur, hein, cette agence nationale qui va être issue, on en parlera un petit peu après, qui va être issue de la fusion du FPSTT, CNIFOP et Copanef, et à la fois aussi une partie de cette contribution va être redirigée aux opérateurs compétences. France Compétences, pour cette quote-part qu'elle va recevoir, va le réfléchir au niveau de différents acteurs. À la fois, va réfléchir au niveau des prestataires CEP. Notons par ailleurs hein, que du coup, on est sur un financement quand même dédié, ce qui n'était pas le cas en 2014. Va le réfléchir également au niveau des régions, avec ce qu'on appelle la péréquation, au niveau de l'alternance. Va le réfléchir également aussi au niveau de la caisse des dépôts et de consignation. À charge après, on en parlera aussi dans ce deuxième temps, la Caisse des dépôts et de consignation voilà, va le redispatcher au niveau de l'individu et au niveau paiement direct aux organismes de formation, au niveau du CPF. Et ensuite, autre acteur, c'est-à-dire que cette quote-part versée par France Compétences va être réfléchie également à l'État, nous dit l'avant-projet de loi. Et ça, c'est cette enveloppe financière qui va financer notamment la formation des demandeurs d'emploi. Donc, une quote-part France Compétences avec un fléchage au niveau de différents acteurs et France Compétences également devrait flécher une partie de cette contribution sur tout ce qui va concerner le plan de développement compétences des TPE-PME directement aux opérateurs compétences. Et les opérateurs compétences auront en direct, normalement, hein, alors encore on est sur le constitutionnel parce qu'on est sur un avant-projet de loi, devraient, avec un fléchage au niveau de l'alternance. Voilà. Alors, on voit bien que dans cet avant-projet de loi, on est, voilà, on nous parle, on sait que peut-être information importante quand même à dire, je sais que le temps passe vite, mais peut-être information
à dire qu'on est quand même sur 3 seuils d'effectifs avec une contribution donc différente en fonction de ces seuils. On peut retenir celle de 1,68 pour les plus de 250 salariés et plus. Et il y aura également une période transitoire de lissage jusqu'à 2023-2024. On passe au point suivant, donc autre aspect central, celui-là on en a beaucoup parlé, hein, c'est l'évolution du CPF. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors l'évolution du CPF, c'est-à-dire qu'en fait on est sur, actuellement aujourd'hui on est sur 2 logiques. Une logique CIF, une logique CPF, c'est-à-dire une logique CIF où on est plutôt sur une logique de priorité avec le financement de peu de dossiers, mais des formations longues, prise en charge avec une prise en charge de la rémunération, et une logique CPF où on est sur plutôt un maximum de dossiers, mais plutôt sur des formations courtes. L'idée de demain, c'est au lieu de faire 2 portes d'entrée, on ferait une porte d'entrée en gardant ces 2 logiques CIF-CPF. C'est pourquoi aujourd'hui, et vous voyez dans ce visuel qu'on vous propose, on est dans cette idée de nouveau modèle, un CPF rénové. Pourquoi? Parce que le CPF serait monétisé demain et désintermédié. Je m'explique. Vous voyez qu'on est vraiment sur une relation demain triangulaire, c'est-à-dire que l'enveloppe financière serait portée par la Caisse des dépôts et de consignation. Ensuite, il y aurait un lien direct avec l'individu, hein, ce qui est complètement différent d'aujourd'hui, au travers d'une application, une application mobile qui devrait intervenir second semestre 2019, et avec un lien au niveau des organismes de formation, c'est-à-dire que c'est l'individu qui devrait choisir sa propre formation et qui devrait évaluer également cette formation-là, et les organismes de formation seraient payés en direct par la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, vous voyez, on est dans une relation triangulaire nouvelle, et surtout aussi des intermédiaires. Donc, on part de 500 € par an, plafonné à 5 000 €. Pour les moins qualifiés, de 800 € par an jusqu'à un plafond à 8 000 €. On resterait toujours sur cette idée de formation éligible certifiante. Et autre information, je pense, importante, c'est de vous dire que les listes éligibles au CPF seraient demain supprimées. Et notion aussi importante pour les entreprises, c'est qu'on resterait dans cette logique d'abondement, c'est-à-dire avec une prise en charge autonome de l'individu. On voit bien que ce CPF monétisé, c'est pour les individus qui sont autonomes, mais l'abondement employeur reste toujours de mise. Et face à cette liberté qu'on propose, le gouvernement va mettre en place 2 outils de régulation, c'est-à-dire le CEP, où on va continuer à accompagner gratuitement les individus qui seraient peut-être moins, certains individus qui seraient peut-être moins autonomes que les autres. Et deuxième outil, c'est prendre compétence, c'est-à-dire qu'on va certifier d'une manière obligatoire les organismes de formation. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, exactement. Un petit mot peut-être parce que tu évoquais tout à l'heure la dualité CIF-CPF, qu'en est-il effectivement des formations longues de reconversion? Oui, alors on devrait garder cette idée de logique CIF, c'est-à-dire qu'on a bien compris que le CIF, ça y est supprimé, c'est la fin du CIF, mais on devrait garder cette logique avec le CPF de transition professionnelle. Alors, le CPF de transition professionnelle, c'est vraiment la volonté des partenaires sociaux, c'est ce qu'on retrouve dans l'accord national interprofessionnel. Donc, vraiment, l'objectif, ça serait de changer de métier, changer de profession. La nouveauté qu'on peut peut-être déjà identifier comme un point de repère, ce serait qu'il y ait un conseil en évolution professionnelle obligatoire, rendu obligatoire, si je veux faire demain un CPF transition professionnelle, avec une validation de la prise en charge financière par une commission paritaire qui serait ad hoc au niveau du CREPOP. Et important, peut-être un point important aussi à identifier, c'est que le droit à une rémunération
serait garantie, et d'ailleurs serait, avec toujours cette idée de l'objectif, serait pris en charge par l'employeur et remboursé par l'opérateur compétent. On passe à un point qui a aussi fait parler dans les médias, c'est l'organisation du système. Une nouvelle gouvernance se dessine, vraisemblablement, pour mettre en place un peu cette nouvelle donne. Alors, cette nouvelle gouvernance, c'est quoi? Alors, cette nouvelle gouvernance, elle est quand même intéressante parce que également là, on est vraiment sur un point central de la réforme, c'est-à-dire que demain, on nous annonce qu'il y a une suppression quand même de 3 instances, c'est-à-dire le FPSPP, le COPANEF et le CNEFOP. Et ces 3 instances feraient naître une agence nationale qui s'appellerait France Compétences. On peut tout de suite vous dire que France Compétences, quel statut devrait avoir France Compétences? Ça devrait être un établissement public à caractère administratif. Et autre information importante à bien retenir, c'est que France Compétences serait constitué de 3 collèges. Le collège État, partenaires sociaux et régions. Et ça, c'est un des points importants également à identifier dans cette synthèse qu'on vous propose de la réforme autour de la formation. Alors, bien évidemment, l'idée en 30 minutes, là, on ne va pas détailler l'ensemble des missions de France Compétences, ce n'est pas notre objectif, mais peut-être vous donner un point, d'ailleurs, on a évoqué ces missions de péréquation financière qu'aura demain France Compétences. Peut-être 2 mots sur une des missions centrales de France Compétences, sont la mission de suivi et d'évaluation de la qualité des actions de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement fait un constat, c'est-à-dire que le système qualifié, pour lui, est multiforme et peu lisible. On rappelle aujourd'hui qu'on a 49 certifications labels reconnues et le gouvernement fait aussi le constat qu'on a autant de procédures qualité qu'il n'y a de financeurs. Donc l'idée, c'est, la nouveauté, c'est quoi? C'est d'avoir une certification unique, première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est une certification unique et obligatoire. Et dans le process qui est envisagé et qu'on peut lire dans cet avant-projet de loi, c'est de rendre, le texte nous dit, c'est que à compter du 1er janvier 2021, donc on a quand même un temps de respiration pour mettre en place l'ensemble des éléments, tous les organismes de formation devront être certifiés. Alors, ce qui nous est proposé, c'est le visuel que vous trouvez face à vous. Ce qui devrait se passer, c'est que France Compétences devrait être chargée de rédiger un référentiel national. Et la nouveauté, c'est que les certificateurs qui certifieraient demain les organismes de formation devraient être accrédités par le COFRAC. Ça, c'est un des points clés. Et les organismes de formation certifiés, rappelons-le, ce sont uniquement les organismes de formation qui veulent accéder à des financements publics et mutualisés. On voit en même temps que tu parles, pas mal de questions apparaître sur la fin du Datadoc, etc. Je pense qu'il est prématuré, effectivement, d'apporter des éléments de réponse tout de suite. Ce qui est certain, c'est effectivement l'élément clé nouveau, c'est la création d'une certification nationale. Après, comment elle va être compatible avec les certifications existantes, comment elle va s'articuler avec le Datadoc, rénové, support, etc., peut-être, de la prochaine certification. Là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour le dire. On passe à la partie un petit peu suivante qui va être à la fois, parce il est déjà 15h57, donc une partie un peu conclusive, synthétique. Oui, on peut peut-être vous proposer un petit focus, être dans l'échange sur, voilà, on a eu une approche très macro et très, voilà, en abordant 3 grandes thématiques, ça nous paraissait important de faire ça. On vous propose dans un deuxième temps, peut-être d'être un peu plus sur un prisme, quels sont les impacts pour les entreprises, voilà, l'impact vraiment pour ces acteurs-là. L'impact, alors brièvement, il ne s'agit pas, alors il y a énormément de choses à dire, mais pour être synthétique,
bon, on l'aura compris, le premier impact, c'est une seule cotisation. Hein. On est vraiment dans un objectif de simplification pour les entreprises. Deuxième point d'impact pour les entreprises, c'est l'idée d'être dans une logique demain de résultats, c'est-à-dire qu'on présente une évolution hein, du métier RH, une évolution du métier de responsable formation. On passerait d'un stade de acheteur de la formation à vraiment celui de responsable de développement de compétences, de talents. On serait moins hein, dans une ingénierie financière de la formation, mais plus dans cette notion d'investissement et de retour d'ailleurs d'investissement. Et parallèlement à cette notion, bien évidemment, le deuxième impact, c'est également ce transfert, ce changement de plan de formation à cette notion de plan de développement de compétences. On voit que ce qui est demandé à l'employeur, c'est ne pas être seulement à veiller à l'employabilité, on en parlait en tout début, l'employabilité de son salarié, mais ce qui est demandé demain par cette réforme aussi, c'est l'employabilité, de veiller à l'employabilité de la société, d'une certaine manière. Oui, bon, on va prendre une ou deux questions hein, qui sont liées aux impacts pour l'entreprise. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas répondre à tout. On essaiera de répondre évidemment à travers nos publications et puis un certain nombre d'événements qu'on va organiser tout au long un peu du déroulé de la réforme. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais par exemple, pour les entreprises de plus de 50 salariés, plus de plan, c'est ça, plus de financement au titre du plan. Voilà, exactement, on vient d'en parler. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on voit que les opérateurs compétences et le lien avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un changement hein, dans la relation. C'est-à-dire que si je suis TPE, PME, d'accord, ma relation avec mon opérateur compétence va être double. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais avoir une relation dès que je vais avoir un besoin de recrutement, il y a un besoin de recrutement en alternance, et une relation au niveau justement de ce plan de développement compétent de TPE, PME. Mais attention, juste cette enveloppe financière sera fléchée pour les moins de 50, c'est-à-dire que cette enveloppe qui est vraiment important à bien identifier, c'est qu'elle va être payée par toutes les entreprises et elle va être mutualisée au profit seulement des moins de 50 salariés. Et quand je suis une grande entreprise, eh bien, la relation que je connais avec mon OPCA aujourd'hui va complètement changer demain avec mon opérateur compétent. C'est-à-dire que, et ça on est quand même dans la lignée hein, de 2014, c'est-à-dire que là on demande à l'entreprise d'être dans l'investissement et la seule relation qu'elle va avoir avec son opérateur compétence, c'est dès qu'elle va avoir un besoin en recrutement autour de l'alternance. Est-ce que le rôle en fait des responsables de formation ne va pas évoluer avec cette... Alors si, on vient d'en parler, on en a parlé. En effet, ça va évoluer. C'est ce que je disais hein, d'ailleurs autour de cette notion de aujourd'hui acheteur de la formation et responsable développement de compétences demain. Alors on voit des questions qui sont relatives aux OF. On va peut-être tout de suite en parler. Quel impact hein, pour les organismes de formation? Alors, les impacts sont nombreux. Hein, les impacts sont nombreux et bien évidemment, c'est toujours compliqué de faire une synthèse. Mais alors, on en a parlé. Le premier impact, ça va être demain la certification unique, d'accord. Deuxième impact, et on n'en a pas parlé, c'est vrai, il y aurait tellement à parler. C'est l'impact, c'est cette notion d'action de formation qui est en train de se modifier et surtout de s'élargir. On cherche à élargir la notion d'action de formation. Alors peut-être en dire deux mots de cette action de formation, de cette définition, c'est-à-dire déjà on voit que dans cette notion d'action de formation, bien évidemment, on retrouve la notion de bilan de compétences de PAE, mais
La nouveauté, c'est la notion d'action d'apprentissage. On voit que cherche à faire le gouvernement? Elle cherche à libérer, oui, à avoir une action de formation plus rénovée, plus ouverte. Et c'est surtout aussi d'encourager les formations qu'on appelle les formations innovantes. Je pense au MOOC, je pense au digital learning. Voilà, et libérer vraiment l'innovation pédagogique. En tout cas, c'est l'attention. Voilà, annoncé notamment par Muriel Pénicaud dans sa conférence de presse. Et on retrouve certains des éléments, notamment aussi l'intégration de la formation en situation de travail dans cette nouvelle action de formation, en tout cas en termes de définition. On va aller assez vite parce que malheureusement, je pense, alors oui, Piquet vous a donné un petit rap de temps, mais bon, voilà, il ne faudrait pas qu'on en abuse. Bien sûr, alors bon, on refera peut-être des webinaires et avec grand plaisir d'échanger avec vous. Peut-être, donc, en termes d'impact des organismes de formation, donc action de formation élargie, nouvelle certification obligatoire, et bien évidemment, ça c'est quand même un des points majeurs pour les organismes de formation, c'est que leur offre de formation va considérablement changer. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment passer d'une logique d'heures de formation à une logique de résultats. Donc, les organismes de formation vont définir des nouvelles stratégies commerciales, marketing, mais vont évidemment aussi construire une nouvelle offre de formation liée à la modularisation de l'offre de formation et raisonner en termes de forfait ou d'abonnement. Donc ça va être un impact très important. On parle un peu de l'impact sur les OPCA, sur les financeurs. Sur les OPCA, et j'aurais envie peut-être aussi de dire deux mots sur aussi les organismes de formation et liés à cette prise en charge au niveau notamment des opérateurs compétents, c'est-à-dire que on est quand même face à des nouveaux marchés pour les organismes de formation. Le premier marché, évidemment, qui nous saute aux yeux, c'est ce marché du CPF monétisé qui va être en lien direct avec l'individu. Et là, vraiment, on est sur un marché des intermédiaires pour faire le lien avec cette notion d'opérateur compétent dont tu parlais. Et ensuite, on est aussi face à des nouveaux marchés, c'est-à-dire le marché de l'alternance, où on est face à la fin de l'autorisation administrative. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc là, on est face à des nouveaux marchés et un marché des TPE-PME qui va rester, lui, dans l'intermédiation financière, notamment parce que demain, les branches vont prendre en charge l'alternance. Et dans ce nouveau schéma financier aussi de demain, les OPCA seront des opérateurs compétences. Donc, ce qui est demandé aussi au niveau des opérateurs compétences, c'est de réfléchir, de passer, qui est annoncé en tout cas par la ministre, de passer de la notion de branche professionnelle à une organisation par filière économique cohérente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 20 OPCA. Alors demain, est-ce qu'on aurait un opérateur compétence par filière économique, c'est-à-dire une dizaine, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est une cartographie des filières pour 2018 et une mise en œuvre opérationnelle des opérateurs compétences au 1er janvier 2020. Et ces opérateurs compétences devraient être vraiment, on l'a dit, redirigés vers des nouvelles missions, notamment, on l'a dit, financièrement au niveau de l'alternance. Je vois passer une question sur les filières. On ne sait pas exactement comment elles seront constituées, mais par contre, on a une petite idée de la date, non, à partir de laquelle elles devraient se mettre en place. Oui, alors ça devrait se mettre en place, tout devrait être en ordre de marche, en tout cas dans le texte, à partir du 1er janvier 2020. Oui, donc c'est demain. Voilà, au niveau des opérateurs compétences. Après, au niveau de tout ce qui est cartographie des filières, là, on est vraiment sur une échéance beaucoup plus courte. C'est parce que là, on nous annonce 2018. Un petit mot de synthèse pour conclure avant de... Alors, voilà, en mot de conclusion, on peut dire que
à la question où on pourrait se poser, alors est-ce que c'est un Big Bang, est-ce que c'est une révolution copernicienne, cette réforme de la formation professionnelle, on aura envie de dire oui, oui, dans une certaine mesure, parce qu'on voit bien que les piliers tels que a été construit le système de la formation sont remis en cause demain à travers cette réforme, mais tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la continuité des transformations, et je pense des transformations qui ont été déjà engagées à travers certaines réformes, notamment 2009 et 2014. On va conclure ce webinaire en vous proposant de nous retrouver. Alors, il y a différents modes. Vous pouvez nous retrouver en ligne à travers un site dédié à la réforme qu'on a constitué, qui vous, je l'espère, vous fournira un certain nombre de réponses concrètes et aussi d'axes de réflexion. Un dossier aussi qu'on a constitué, un dossier documentaire autour des réformes, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et puis un certain nombre d'événements. Alors, un Dessine-moi la réforme, qui est un cycle qui avait déjà commencé il y a quelques temps et qui se poursuivra dans le courant du mois de mai. Et puis, tu veux nous parler d'un rendez-vous et un rendez-vous du droit où je retrouve d'ailleurs certains d'entre vous qui, je sais, sont inscrits à ce webinaire et qui sont en train de nous regarder et qui viendront demain. Je vous retrouve demain dans les locaux de Centre Info autour donc d'un rendez-vous du droit consacré à une thématique qui est le bilan pédagogique et financier des organismes de formation, et je serai accompagnée de Monsieur Dupuis, qui est chef du service de la Direct Île-de-France. Un mot pour finir, la 16e université d'hiver de la formation professionnelle sera consacrée à la réforme, principalement. Donc là, on se projette déjà au 30 janvier 2019. Donc, réservez peut-être vos dates, si vous le pouvez, en tout cas pour cette date. Et puis, très bientôt. On est bien conscient qu'on a été rapide, synthétique, voilà. Mais on espère vous retrouver très bientôt pour aller plus loin. On espère, merci beaucoup, merci de ce temps passé ensemble, et on espère vous retrouver bientôt. Au revoir, bonne journée à tous.